Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Bonjour, Fabienne et Nadine pour Relirons la Caraïbe. L'histoire sociale de la Martinique a été marquée par des événements tragiques. L'affaire des 16 de Basse-Pointe ou encore février 1974. Connaissez-vous ceux qui se sont déroulés un 24 mars 1961 au Lamentin? Pour l'anniversaire de cet événement tragique, nous vous invitons à vous replonger 60 ans en arrière avec la parole de témoins contemporains des faits. Suzanne Lally Marie-Calix, 24 ans, couturière, quartier Florinde. Marceline Alexandre Laurentine, 21 ans, ouvrier agricole à Roche-Carré. Édouard Valide, 26 ans, ouvrier agricole à Roche-Carré, tué au Lamentin le vendredi 24 mars 1961 par les forces de répression. L'année 1961 débute dans un contexte de tension en Martinique. 2 ans plus tôt, les événements de 1959 avaient traumatisé une population qui commence à dénoncer les abus d'une administration post-coloniale. Alors que le processus de décolonisation prend un tournant en Afrique, en Algérie, dans la Caraïbe, Fidel Castro, à la tête de la révolution cubaine, affirme son caractère socialiste et nourrit les discours politiques de tous bords dans l'île. Parallèlement, sur le plan local, la situation sociale et économique des Martiniquais devient de plus en plus difficile avec le rapide déclin de la production sucrière. Les usines ferment, au Lorrain, à Basse-Pointe. La situation des salariés agricoles et des ouvriers des usines à sucre est catastrophique. Un rapport du préfet du mois de mars signale un taux de 75% de grévistes. Il suggère alors au ministre de l'Outre-mer d'annoncer une augmentation des salaires. Le Lamentinois Georges Hérichaud, professeur d'histoire-géographie retraité et membre du Parti communiste martiniquais, est le fils d'une ancienne ouvrière agricole. Il nous raconte les difficultés quotidiennes de cette époque. Mes parents m'envoyaient faire des courses, parfois au Lamentin, au bout. Une fois, je suis allé devant l'épicerie Graduel, surtout en face de la mairie. Alors, je vois M. Graduel, oui, le patron. Il est derrière sa caisse. À l'époque, il y avait une petite caisse grillagée sur une estrade, sur un promontoire. Tu arrivais là, tu faisais la queue dehors, là, devant l'épicerie. Parce qu'à l'époque, on n'était pas encore en 61, on n'était pas vraiment rentré dans la société de consommation. On n'avait pas encore de supermarché. C'était encore des épiceries traditionnelles. Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait? La liste de monsieur Untel, de monsieur Duchamp. Comme on dit encore quoi, candidat. Il s'occupe pas de toi. La liste de monsieur Untel. La liste de monsieur Untel. Des gens qui ont envoyé des béquets. Ou bien la bourgeoisie. Qui envoyait le vente faire des courses. Et puis le peuple qui attendait là sous le trottoir, tant pis pour lui, ce qu'il y avait, parce qu'il y avait encore un petit peu de pénurie. On était encore à la fin de la période de pénurie. Parfois, il manquait certaines choses. En tout cas, il n'y avait pas cette abondance qu'on voit maintenant. Et donc, on était encore dans cet esprit de classe très marqué. La bourgeoisie, les béquets, la bourgeoisie urbaine, qu'on appelait les commerçants, tout ça, ils étaient du même bord, de la droite. Alors, et puis aussi dans les campagnes, quelques ce qu'on appelait les béquets goyaves. Tu as entendu parler des béquets goyaves? Comme les guavéas, c'était des béquets grillaves. Un peu désargentés. Les aussi qu'on avait pas chez nous. Un peu désargentés. Oui. Qui se trouvaient dans le même camp. Bon, il y avait une ségrégation par rapport à la couleur. Vous n'êtes pas de couleur, pas bon. Même si la peau clé vous débanchez, j'étais censé appartenir à la classe supposée dominante.
Donc, il y avait encore cette partition sur une base plus ou moins raciale. C'est dans ce contexte qu'éclate la grève de février-mars 1961. La revendication salariale est toujours au cœur des mouvements sociaux. Les salaires sont bas alors que les prix ont considérablement augmenté. Les ouvriers et ouvrières agricoles demandent alors 3 000 anciens francs pour la tâche de 20 piles, soit 1 500 pour la mareuse et 1 500 pour le coupeur, au lieu des 1 080 francs désormais perçus. Georges Hérichaud nous explique le mode de calcul de la paye des travailleurs et travailleuses agricoles. Mais il y avait une grosse effervescence sur la matin, déjà parce que les ouvriers agricoles venant notamment du sud, du François, etc., s'étaient joints à ceux du Lamentin notamment, et il y avait une grosse manifestation dans la cour de l'ancienne cantine, là où se trouve maintenant la maison de la culture. Il y avait 2 gros amandiers au milieu de la cour, et c'est là que les syndicalistes, il y avait notamment Lamont, qui était là, et il y avait des gens qui se succédaient au micro, qui parlaient, qui expliquaient pourquoi ils se battaient, c'est-à-dire ils demandaient l'augmentation de l'élément qui déterminait la journée de travail, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque la pile de canne. Pile de canne, beaucoup de gens ne savent plus, c'était 10 bouts de canne. Et chaque bout de canne, en principe, devait mesurer 1 mètre. De sorte que, lorsque, sur l'habitation dans le champ de canne, l'économe ou le géreur qui remplaçait le propriétaire, qui intervenait au nom du propriétaire de l'habitation, lorsqu'il voulait contrôler le travail de l'ouvrier agricole pour ce qui concerne la coupe de la canne. Eh bien, il disait à l'ouvrier, bon, je dis à mon cas poser des décamètres. Aujourd'hui, je pose le décamètre. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Il mesurait avec le... Il défaisait, il prenait un paquet de canne au hasard, il alignait les bouts, il fallait qu'il trouve 10 mètres. Ce que celui-là fasse 1,50 m, que l'autre fasse 50, il fallait qu'au total, il ait 10 mètres. Et si la pile qu'il avait contrôlée n'atteignait pas 10 mètres de canne, ne faisait pas 10 mètres, eh bien, il vous enlevait, il ne vous payait plus si vous avez fait 10 piles pour la journée, c'était 10 piles. Le quota pour la journée, il vous payait 8, il vous en payait 8, même si vous avez donné 10, il en donné 8. Parce qu'il vous punissait. Les propriétaires, notamment les béquets, en refusant les augmentations, agacent et cristallisent les mécontentements contre eux. La grève commence dès la fin de février à l'appel de l'UDCGT. Elle part des usines de Larentie et de Soudon au Lamentin. Les ouvriers et les ouvrières pratiquent ce qu'on appelle la grève marchande, en se déplaçant d'usine en usine pour débaucher les travailleurs. Des tentatives de médiation entre les différents acteurs avec le préfet échouent, notamment celles des 7, 9 et 13 mars. Systématiquement, les planteurs refusent l'augmentation des salaires. Rapidement, sur les champs de canne, des incidents opposent ouvriers grévistes et non grévistes. Le 24 mars, vers 12h30, 2 grévistes sont arrêtés à Sarrau, Boniface Quittier et Majesté Théodore. Ils sont amenés à la caserne de Fort-de-France. La nouvelle se répand dans l'après-midi. Des personnalités du Parti communiste martiniquais, comme Victor Lamont ou le maire Georges Gracian, demandent la libération des prisonniers. Les ouvriers se massent dans la cour et aux alentours de la cantine du bourg du Lamentin. La tension monte. C'est à ce moment-là, alors que la rue Hardy de Saint-Omer est remplie de travailleurs qui attendent un discours du maire pour annoncer la libération des prisonniers, que s'avance la Jeep de Roger Aubéry, administrateur de l'usine du Larentie, mettant ainsi le feu aux poudres.
Il a été dit que Roger Aubéry aurait cherché à narguer les grévistes. Écoutons le témoignage de Charles Barkley. Et c'est là où les ouvriers se réunissaient pour des informations, des conférences venaient. Donc ils étaient pas là. Parce que comme il y avait ils attendaient des communiqués du secrétaire général de l'agriculture d'époque, c'était Valbon. Donc tout ça, donc ils étaient là. Et ça, ce qu'on dit, parce que mon frère et d'autres personnes, on dit qu'Aubéry est passé. Aubéry est passé même 2 fois par là. Les gens l'ont vu et reconnu. Et ils ont jugé que, ça c'est pas moi qui le dis, hein, je dis, les gens qui disent, ils ont jugé, d'ailleurs c'est ce qu'il dit dans l'article, que Aubéry les narguait, tout ça, puisqu'il passait là, alors qu'il savait que les étaient là, il a fait 2 tours. Hein. Et ils se sont précipités et ils ont renversé la Jeep. Et Aubéry, pour se protéger, c'est accouru et il est rentré dans le couloir de l'immeuble de Dr Michel. Et celui qui l'a protégé, c'est un voisin de chez moi, monsieur Dostali, père Dostali, qui avait boulangerie à côté. C'est lui qui s'est sorti et puis qui a arrêté la rue. D'ailleurs, il a même reçu quoi la tête. C'était pas méchant. Cependant, d'autres hypothèses ont émergé depuis 60 ans, avec de nouveaux témoignages difficiles à se faire entendre dans le contexte délicat de l'époque. Pour certains, Roger Aubéry, revenant de sa tournée dans les quartiers du Lamentin, aurait été obligé de passer par le bourg pour rejoindre son domicile au Larentie. Aubéry, monsieur Roger Aubéry, il y avait une Jeep à l'époque. À l'époque, pour sortir par exemple du Roche-Carré ou de Pelletier, ça, ou de tous les quartiers nord-est du Lamentin, pour aller vers le Larentie, il fallait obligatoirement traverser le bourg. Il n'y avait pas de 6 ou 4 de... Il n'y avait pas. S'il fallait passer, on remontait, si on venait de Jeanne d'Arc, Palmis, Gondot, on remontait par la rue Agnès-André, et si on venait par Roche-Carré, etc., on traversait par la rue, celle qui part du Pont-Mamel, la rue. Ouais. Et donc, il fallait redescendre, obligatoirement passer devant la librairie Gouavéa, entre la librairie Gouavéa et l'ancienne cantine scolaire, pour aller vers le Larentie. Et ensuite, c'était en fin d'après-midi, que M. Aubéry a eu l'idée de vouloir traverser la foule au volant de sa Jeep. On parle de provocation, pour certains. Beaucoup, en tout cas, les ouvriers ont compris ça comme une provocation et ils ont renversé le véhicule de M. Aubéry qui est allé se réfugier dans une maison qui se trouvait. D'autres, comme Charles Barkley, évoquent un rendez-vous manqué. Non, il y a quelqu'un, le fondé de pouvoir du Crédit Martiniquais. Parce qu'à l'époque, le Crédit Martiniquais, c'est la banque de Becquet. Oui. La banque de Becquet, c'est là où se réglaient tous les problèmes de... Et cette personne, je l'ai entendu dire à mon père, parce qu'il était très embêté de ça, que c'est M. Aubéry avait rendez-vous au Crédit Martiniquais avec le responsable de la section syndicale agricole, justement pour se mettre d'accord sur le montant de l'augmentation des salaires à accorder. Et il ne l'a pas rencontré. Il est venu, mais l'autre n'était pas là. Alors, est-ce que, la question qui était posée, est-ce que, en passant comme venant là au Lamentin, il n'était pas à la recherche de ce que c'est, sachant que c'est là qu'il faisait le compte-rendu aux ouvriers, il faisait le compte-rendu de ces rencontres, ces négociations avec les patrons de usiniers. Les vraies raisons de ce double passage ne sont toujours pas connues en 2021. Les mémoires sont encore sensibles et certaines se sont éteintes.
Il n'empêche que la présence de l'usinier énerve les grévistes, qui s'avancent vers sa voiture et la secouent jusqu'à la renverser. Roger Aubéry, pris de panique, aurait d'abord cherché une arme sous son siège pour se défendre, puis quand la Jeep bascule, il aurait été secouru et poussé à se réfugier chez le docteur Michel, médecin métropolitain de la place, dont le couloir avait l'avantage de se fermer par une porte. Il faut sortir Roger Aubéry de cette position dangereuse. Des gendarmes arrivent dans un premier temps et se tiennent au bout de la rue Hardy de Saint-Omer. Selon les témoignages, ils sont aux côtés des forces de police et sont placés sous les ordres du commissaire Bast. Il est 16h30-17h et c'est aussi l'heure de la fin du chemin de croix en ce vendredi de carême. Les pratiquants sortent de l'église et empruntent la rue pour entrer chez eux. Écoutons plutôt quelques témoignages de Lamantinois et de Lamantinoises, de mesdames Marie Sinoza, Suzanne et Herman Lemont et de Charles Barclay. Ils étaient plus de 100. Ils ont renversé la Jeep. Et Aubéry était sur le côté, je le regardais. Alors, c'est à ce moment, il est en train de chercher sous son siège quelque chose. Il a dit, ouais, j'ai un revolver. Le temps de dire ça, on avait déjà renversé la Jeep. Je ne sais pas comment ils ont remis la Jeep sur le côté. C'est à ce moment qu'il a traversé, il est entré chez lui. Je venais de chez mon père qui habite à l'usine de Larentis, c'est là machin, qu'elle habitait, elle était sortie de là, et que mon père lui avait dit d'entrer à la maison pour nous dire de ne pas sortir pendant la grève. Et comme elle montait sur le trottoir, et à ce moment, on était venu pour pouvoir pousser monsieur Aubéry chez le docteur, ma mère étant sur le trottoir, on l'a poussée en même temps, elle s'est trouvée à l'intérieur de cette maison-là avec monsieur Aubéry. Et après, on l'a laissé sortir. Et c'est de ce moment-là, à ce moment-là, qu'elle est venue pour nous dire, ne sortez pas, elle nous a plus retrouvés à la maison. Et c'est quand elle est venue, elle nous dit, mon cabinet pour me chercher les autres, pour nous là, si j'étais peut-être moi aussi. C'est là qu'elle nous a dit, il fini faire même si Aubéry, on dit dans ma chambre, on dit dans son côté, mon côté, même sorti, on a retrouvé dans mon encore, avec ça balle. Alors, papy lui a dit, entrez, elle dit, c'est dit maman-là, pas sorti parce que les bas étaient à un chapeau pour eux. J'ai vu la Jeep de monsieur Roger Aubéry qui s'est arrêté sur le trottoir et les grévistes se sont approchés de lui. Je ne sais pas quelles questions qu'ils l'ont posées, je ne sais pas, mais ils ont tenu la Jeep et ils voulaient renverser la Jeep. Et j'ai commencé à crier parce que je suis une personne de nature émotive, ça m'a fait peur. Surtout que c'est un monsieur que je connais très bien. Et ils n'ont rien fait à la Jeep. Il y a d'autres personnes qui sont venues à son secours. Et on l'a fait rentrer dans une maison. J'oublie le nom du monsieur qui habitait là, mais on l'a fait rentrer dans la maison. Il est instituteur à l'époque suppléant. À l'époque, après le baccalauréat, vous savez, à cette époque-là, c'était la guerre d'Algérie. Vous receviez très tôt votre ordre d'appel. J'avais déjà mon ordre d'appel en poche. J'avais déjà reçu, destiné à servir en Allemagne ou en Algérie. Vous êtes déjà... Donc, en attendant la date de corporation, ou après un petit peu d'argent de poche, on allait à l'inspection académique, et puis on vous donnait le petit papier, de faire un petit cours, 10 jours dans telle école, par-ci, par-là. Alors, je revenais d'une de ces classes, je ne sais plus où, si c'est sur la montagne, dans les monts, par là, bon bref. Et quand j'arrive, je vais au studio de mon père, qui était à la rue Ernest André. Il me dit, bon, je crois qu'il y a quelque chose de l'autre côté, là, la rue Hardy de Saint-Omer, où habite ma mère maintenant. Et nous habitions le Calbassi à l'époque. Et donc je remonte, la rue est fort basse, je vais là-bas, et je vois la voiture, la Jeep d'Aubéry renversée sur le flanc.
puis il y avait quelques personnes, tout ça. Et on apprend que c'est la Jeep d'Obéry, il passait, et la Jeep a été renversée, etc. Mais bon. Et puis, bon, il y avait un attroupement un petit peu plus bas, et il y a des gens qui étaient là. Ça devait être vers 16h30. Oui, 16h30. Il y a du monde dans la rue Hardy de Saint-Omer. Les grévistes sont toujours mobilisés et quelques-uns s'agglutinent devant la porte de la maison où s'est réfugié Roger Aubéry. S'ajoutent celles et ceux qui sortent de l'église, mais aussi les curieux qui ont eu vent de l'incident et viennent aux nouvelles. Ils s'étirent tout le long de la rue et discutent pendant que jeunes et moins jeunes rentrent chez eux. Un calme relatif règne. On est loin d'une situation insurrectionnelle selon les témoins. Pour autant, quand le moment de sortir l'usinier Aubéry se précise, les gendarmes encouragent ceux qui sont à leur proximité à rentrer chez eux et à tout fermer. Ça risque de chauffer. Et à un moment, un gendarme nous a appelés, parmi la foule des gendarmes, il nous a appelés et il m'a demandé, ma soeur et moi, est-ce qu'on voulait lui acheter une bouteille de soda. Je lui ai dit oui, il m'a dit de faire vite. Alors je suis allée dans la boutique de Madame Jean-Marie et j'ai pris le soda que je lui ai ramené. Il n'a même pas pris la monnaie, il m'a dit rentrez chez vous tout de suite parce qu'il y aura quelque chose, madame. Rentrez chez vous tout de suite, tout de suite. À peine je me suis tourné le dos que j'ai entendu les fusils partir à tort et à travers et les gens criaient et j'ai couru et je suis rentrée dans une maison, la maison de Madame Bocali qui avait ouvert sa porte pour moi et ma belle-mère. Tout s'accélère. Les gendarmes font d'abord usage de gaz lacrymogène. Une première salve de mitraillettes éclate, sans sommation aucune. Probablement pour disperser la foule. On a ouvert le feu au moment où les gens sortaient de la cérémonie religieuse. Au moment où les gens sortaient de la cérémonie. Et donc il y a eu, j'ai vu des gens tomber. Moi, je n'ai pas reçu une balle de auquel miracle. Et je vous dis que j'ai eu le temps de voir des gens à terre et moi je me suis barré. En moins de 100, en moins de 10, j'étais déjà arrivé à Boisden chez mes parents. Et puis j'entendais la sirène de l'ambulance, parce que l'hôpital venait d'acheter une ambulance neuve. Aubéry aurait, semble-t-il, été exfiltré à ce moment-là dans un fourgon positionné devant la maison où il était caché. Puis, sans raison apparente, une seconde, puis une troisième salve sont dirigées vers les hommes et les femmes présents sur les lieux. Certains qui entendent au loin les rafales pensent fermement qu'il s'agit de balles à blanc. C'est un tir. D'ailleurs, si c'était un tir à de ça, j'étais là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui non plus, si on avait balayé comme ça. Bon. Et il y a eu ce mouvement vers... Alors, et il y a eu ce tir. Donc, tout le monde a détalé, moi aussi j'ai détalé. Tout le monde s'est détalé. Et je rentrais chez mes parents, c'est quand arrivant sur le monde gardien, que j'ai entendu une deuxième rafale. Et c'est celle-là qui a tué. La première, c'est, je pense, un tir de semence. Mais c'est un tir de pistolet mitrailleur, c'est pas des... Écoutons Joseph Polius, un des fondateurs de la jeunesse révolutionnaire lamantinoise, qui se trouve alors dans une rue adjacente. Je n'ai pas participé particulièrement à ces événements. Et par contre, j'étais spectateur de deux ou trois choses. Je travaillais à l'époque à la distillerie à Cajou avec un certain nombre de personnes, de camarades, Christian Boston, avec notre président de club
Anaïs. Et en cours de journée, on nous a informé qu'il y avait du grabuge sur la montagne et non loin de la cantine. Et au fur et à mesure de la journée, de l'après-midi, les choses se sont précisées. On nous a très clairement indiqué que Roger Aubéry était passé une première fois dans sa Jeep autour du lieu où les grévistes tenaient leur réunion en ricanant. Il est repassé une deuxième fois selon les dires de ceux qui étaient sur les lieux en tout sautant, en haussant les épaules, enfin en orgue. Et apparemment c'est ce deuxième passage qui a exaspéré assez sérieusement les grévistes qui étaient présents. Donc de façon directe, c'est ce que j'ai entendu ce jour-là, étant précisé que une fois sortis du travail, avec quelques amis, nous étions postés du côté de la Vierge, en haut de la rue Ernest Moger, donc de là, nous étions à peu près à 150 mètres de la cantine, là où se tenaient les grévistes de la canne. C'était un peu ça, et puis les choses se sont déroulées jusqu'au au moment où on a entendu des tirs. Et certains d'entre nous, dont Bernard Sinoza, n'a jamais pensé qu'il s'agissait de tirs dirigés sur les grévistes. Je me souviens parfaitement que quand nous avons entendu des salves, Bernard Sinoza très, j'allais dire, naïvement ou un peu pour rigoler, disant « ça t'épelle, ça pensait que c'était des vraies balles. » Et il a fallu qu'on attende à peu près 30 ou une quarantaine de minutes pour voir arriver un monsieur qui s'appelait Béatrice et qui explique qu'il a chez lui des impacts de balles et que une dame qui habitait en contrebas de chez lui avait trouvé comment dit-on ça, une cartouche dans le berceau. Voilà, dans le berceau de son enfant. C'est à partir de ce moment-là que l'on a parfaitement compris que l'ordre de tirer avait été donné et que la volonté de tuer était évidente et que les gendarmes qui étaient sur place, les policiers, les hommes de l'ordre, entre guillemets, qui étaient sur place, avaient décidé de faire un carton. C'est à ce moment-là que la colère a commencé à gronder parce que le groupe dans lequel j'étais a parfaitement compris qu'il fallait prendre sa part dans cette fusillade. Il s'agit pourtant bien de balles réelles. 3 personnes, totalement désarmées, sont tuées. Un homme, grièvement blessé au visage, laissé pour mort, survit. 21 à 25 autres personnes
sont blessés, probablement plus. Comment les choses étaient terribles à l'époque, le journal Justice, pour avoir écrit qu'il y avait 25 blessés alors que les autorités disaient 23, le journal a été poursuivi pour ça. Non, c'est pas 25, c'est 23, c'est de la désinformation, on s'attaque aux forces de l'ordre et tout. Alors il faut dire qu'il y avait certainement beaucoup plus blessés parce que certains, ceux qui n'étaient pas trop gravement, ils ne se sont pas rendus à l'hôpital. Ils ont dû se faire soigner chez eux comme ils ont pu. Donc il y a eu certainement plus de 23 blessés. Ah oui, évidemment plus. Au nom de l'ordre et de la force publique, au nom de l'autorité qui nous régente, au nom de la loi et au nom de la France, une poignée d'assassins en armes vient de creuser 3 tombes d'un coup dans notre sol lamantinois. Crime plein de lâcheté et plein d'horreur. Crime policier, crime raciste, crime politique. Policier, certes, parce que pas une main civile n'a commis en cette nuit du vendredi 24 mars 1961 le moindre geste meurtrier. Crime raciste, certes, même quand les valets de notre sang, de notre race, au service à la fois de la force et de l'argent, trahissent leur sang, trahissent leur race pour se faire vils et dociles assassins. Crime politique, certes, parce qu'il fut organisé pour et par les forces d'oppression capitaliste et colonialiste, et qu'il s'est commis au grand détriment de familles ouvrières, des plus humbles, mais des plus dignes. 21 blessés et 3 cadavres. Voici le bilan de cette nuit tragique, de ces minutes de rage policière. Qui a tiré? Policier ou gendarme? Qui a donné l'ordre de tirer? Le préfet ou le commissaire Bast présent sur les lieux? Dans un contexte où beaucoup critiquent la répression coloniale au service des planteurs, le préfet est mis en cause, alors que lui évoque la légitime défense. Bast, évoqué comme un traître, est celui qui dirige l'exfiltration. Il est plutôt mal vu de la population à l'époque. Aujourd'hui, les langues se délient et beaucoup disent qu'il s'agirait de la police. Certains avancent même des noms. Mais le rapport de police est vide et l'enquête n'a jamais déterminé les responsabilités. Pourquoi? Pourquoi 3 jeunes lamantinois ont-ils trouvé la mort en plein centre-ville un vendredi soir? Nous mesurons alors tout le poids du mépris des meurtriers en uniforme et nous savons aujourd'hui, encore mieux qu'hier, le peu de poids que pèsent dans la balance de l'État français les vies humaines lorsque ces vies-là sont celles des nègres de chez nous. Le plus féroce des meurtriers, fut-il fusil au poing, mitraillette au côté, chasse de la voie le chien qui devant sa porte approche pour l'avertir des sévices qu'il encourt. Ici, des assassins officiels, sans crier gare, couchent sur le sol en 2 salves sanglantes des hommes, des femmes qui ont commis la faute de ne pas être contents d'avoir été si longtemps trompés, abusés, exploités. Le traumatisme subi par la population et par les grévistes est palpable. Immédiatement, certains jeunes prennent des mesures pour assumer une forme de deuil. Monsieur Polius, qui en faisait partie, nous raconte. Nous étions, enfin quelques-uns, nous étions forcément horrifiés, mais nous nous sommes orientés vers le Paraiso, vers le cinéma El Paraiso. Et Bernard ici nous a en tête et nous étions une dizaine. Et nous sommes allés dire aux propriétaires, aux responsables
de l'Elvarizo qu'il n'y aurait pas de cinéma ce jour-là et qu'il fallait fermer le cinéma et que nous n'autoriserions pas que le jour il y a où on enregistrait cette funeste fusillade, qu'il y ait des films qui passent et tout ça. Donc notre réflexe a été d'aller stopper la sottise qui aurait été d'être au cinéma, d'écouter de la musique pendant que des grévistes se faisaient canarder. Puis les funérailles se préparent. En une nuit, enfermé dans son bureau, Georges Gracian, maire du Lamentin depuis 1959, rédige « Sur 3 tombes », le discours poème qu'il lira le jour des enterrements, le 26 mars 1961. Monsieur Hérichaud revient sur l'écriture de ce texte dont la portée à la hauteur de l'événement et qui nous sert de fil directeur depuis le début. Madame Gracian, Jenny Gracian, m'a raconté, elle a fini ses écrire à la maison de retraite le matin. Et on est allé la voir peu avant son décès. Et il nous a raconté que le soir de la fusillade, Georges, c'est le prénom de Gracian, Georges Gracian est rentré chez lui, il s'est enfermé dans sa chambre jusqu'à 3h du matin. Sa femme ne savait pas ce qu'il faisait. Et il a écrit ce texte-là d'un seul jet, sur les toits, d'un seul jet, jusqu'à 3h du matin. Peut-être c'est l'explication qu'il avait donnée et qui a alimenté son verbe. En tout cas, c'est un poème qui devait être étudié dans les écoles. Qui veut du pain aura du plomb, au nom de la loi, au nom de la force, au nom de la France. Au nom de la force de la loi qui vient de France. Pour nous, le pain n'est qu'un droit, pour eux, le plomb, c'est un devoir. Et dans l'histoire des peuples noirs, toujours à tort, qui veut du pain, et à raison, qui donne du plomb. Ainsi vont les choses pour nous les Noirs. De mal en pis, elles vont les choses. Pour que les cris des peuples noirs, ceux de l'Afrique, ceux du Congo, ceux de Cayenne et ceux d'ici, ne puissent s'unir en une seule voix, dont les échos feront un jour éclater l'avenir en gros morceaux de joie, de tendresse et d'amour. Feront s'évaporer la haine, la domination et la servilité. Feront pleuvoir de bonheur pour les pauvres, pour que les échos de cette immense voix des travailleurs de toutes les races, unis, égaux en droit, ne puissent résonner à l'unisson. On étrangle, on enferme et l'on tue. Dans les lambeaux de quels drapeaux vont se cacher pour palpiter les principes humains de la morale française? Sont inhumés au cimetière du Lamentin, au même endroit, les 3 victimes de la mitraillade. Il s'agit d'Annette Marie Calixte, qui sortait de la messe avec sa petite sœur Eliane, d'Édouard Valide et d'Alexandre Laurentine. Les 2 derniers sont des ouvriers agricoles. Et la seule femme assassinée depuis le début des mouvements sociaux du XXe siècle n'était pas une ouvrière agricole, ce qui renforce l'idée d'une répression aveugle. Sa sœur, Madame Eliane Flavien, qui était là avec elle, accepte de raconter pour la première fois ce drame vécu à l'âge de 17 ans. Nous l'avons rencontrée avec 2 de ses amies, Mesdames Sinoza et Lemont, qui se remémorent avec elle. Cette moment là, courir, sauver quoi. Je me suis levé. Non, je n'ai pas eu le temps de me lever. Il y a un monsieur, je ne sais pas qui est venu et qui m'a soulevé et qui partait avec moi. Je lui ai répondu, mais je n'ai rien. Mais je n'ai rien. Non, je n'ai rien. Il m'a dit, pas n'y a rien qu'on est là. Je regarde. Du sang. Je suis couverte de sang. Je n'ai jamais vu ça de ma
couvert de sang, depuis le haut jusqu'en bas. J'avais une belle petite robe blanche. Ah oui, nous sommes la messe. J'avais la robe couverte de sang de là pour aller jusqu'à mes pieds. Le monsieur me dit, pas n'y rien, combien là, pas n'y rien. Alors je lui dis, mais serait couché à terre. Le monsieur m'a déposé. Je sais que le monsieur m'a déposé par terre. Je sais qu'il est allé s'occuper de ma soeur. Je n'ai pas vu ma soeur. Je ne sais pas ce qu'on a fait avec elle. Et moi-même, quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit chez ma maman avec tout le monde autour de moi, avec des bidoles de décor, toutes sortes de médicaments. Je ne sais pas comment je suis sortie de là pour aller chez ma maman. Je ne peux pas mentir, je ne sais pas. Le choc. Je ne sais pas. Je suis restée du temps comme ça. Du temps comme ça. La seule chose que je sais, c'est que nos voisines sont venus. On avait des voisins super. Ils sont venus passer la nuit avec maman. Parce qu'on n'a pas fait l'enterrement tout de suite. On a couru et on a été se mettre. Mais avant même qu'on ne parle de tout ça, on était là à causer. Tu étais déjà parti. Mais si je vous ai laissé, je vous ai dit à nous. On était là à causer une bande de copines. Oui. Et on nous a dit que plus bas, il y a des gendarmes. Il y a des gendarmes. Je dis, mais c'est pas possible. Et bien quand je vous ai laissé, j'ai rencontré les deux gendarmes. Le même patient. Non, tu étais déjà monté avec ta soeur. Vous êtes parti vers Glissant. Vers Glissant. Oui, c'est là que vous êtes resté. Mais vous un êtes petit là peu plus longtemps. Moi, je suis partie. Si bien que quand parce qu'il y a deux salles de mitraillette. Là, j'ai dit. Là, ils disent qu'il y en a eu 3. Mais non. Je ne peux pas parler de 3 parce que je crois qu'en est tombé à la paupière. Prière. Tout ce que ma maman disait, c'est mettez-nous en prière. Elle a prié, on a prié. Elle a dit, elle va revenir, ça va marcher. Et puis après, je sais que je me suis réveillée. Et après, quand on a parlé d'enterrement, il y a une dame qui est venue, alors maman dit, elle ne peut pas aller. Ma maman ne marchait pas. Maman était défigurée. Elle m'a demandé, mon frère a dit oui, il va. Et puis ma maman me dit, est-ce que je peux aller? Je lui dis, mais c'est ça, je dis, je vais pour la voir une dernière fois. Quelques années plus tard, Madame Flavien trouve sur sa route Madame Guillon, avec qui elle travaille à l'hôpital du Lamentin et qui lui raconte les dernières heures de sa sœur Annette, qui n'est pas morte sur le coup. Ça, elle me l'a dit, mais ça m'a fait beaucoup de plaisir parce que depuis un moment, je t'observe. Je me dis, depuis un moment, elle m'observe. C'est vrai qu'à l'administration, chaque fois qu'elle vient vers moi. Je suis au service du personnel, elle vient vers moi. Elle me dit, depuis un moment, je t'observe. Et j'ai toujours pensé que tu devais être au service de Dieu. Je me dis, ça cause. Une autre fois, elle est sortie en métropole et je vais la voir. Elle me dit, tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi, j'ai beaucoup prié pour toi. Et elle me dit, ta sœur, quand j'étais au bloc, c'est moi qui lui ai donné son dernier verre d'eau. Sous les plis de quelle bannière va se tapir la charité chrétienne? Répondez, citoyens, camarades, répondez, vous que le plomb tient aux entrailles et qui râlez à l'hôpital. Répondez, vous que les balles assassines ont couché dans le silence. Répondez, vous trois qui avez passé vos brèves années dans le culte du travail et de Dieu. Réponds-moi, Suzanne Marie Calixte, belle et forte camarade, toi qui pendant tes 24 années passées sur terre as cultivé l'amour de ta mère et de ta grand-mère, l'amour des tiens, l'amour de Dieu, de tes prochains. Dis-moi quelle dernière prière tu venais d'adresser à ton Seigneur dans son église que tu quittais à peine, quand les gendarmes firent entrer la mort par un grand trou dans ton aisselle à coups de mitrailleuse. Et si ton Dieu t'accueille au ciel, tu lui diras comment les choses se sont passées.
Tu lui diras qu'Alexandre Lorenzine, ici présent, avait seulement 21 ans, qu'il s'est couché sur le pavé et que c'est là, face contre terre, qu'il fut tiré et qu'il fut tué, déjà couché, prêt au tombeau. Tu lui diras que son papa s'était baissé pour l'embrasser et qu'à la main, il fut blessé. Tu lui diras, jeune fille, qu'Édouard Valide, garçon tranquille de 26 ans, donnait le dos aux assaillants et qu'à la nuque, il fut atteint et que sa tête de part en part fut traversée. Tu lui diras que les Français forment ici une Gestapo qui assassine dans le dos, au nom de la loi, au nom de la force, au nom de l'ordre, au nom de la France, au nom de l'ordre qui vient de France. Suite aux événements, les négociations reprennent. La promesse d'une augmentation de 4% des salaires permet une entreprise du travail. Un protocole d'accord est signé le 14 avril 1961, aboutissant à une majoration finale de 7%, sans aucune sanction pour les grévistes. Il fallait trouver une issue pour assurer la récolte. Cependant, l'application de la décision est très lente. Dans un rapport à Paris, le préfet de Martinique, suite aux événements de mars, prenait conscience déjà des dangers. Il écrit « La revendication passera du plan social au plan politique, de la hausse des salaires à l'autonomie. Les élus locaux favorables au gouvernement se sentent peu à peu dépassés par la situation et auront de plus en plus de difficultés à prendre des positions fermes. » Le maire du Lamentin, Georges Gracian, est poursuivi pour diffamation et injures envers l'armée suite à son discours. Plusieurs communistes, présentés comme des agitateurs et nuisant à l'ordre social, sont victimes de l'ordonnance de 1960. Un petit groupe de jeunes se radicalise. Au Lamentin se forme le groupe révolutionnaire lamentinois, dont certains intègrent par la suite l'OJAM. Le Parti communiste était très puissant. À l'époque, c'était mobilisé contre la guerre d'Algérie. Il soutenait à fond les revendications des travailleurs et le gouvernement avait décidé de mettre et les communistes et la CGT de Lamont, qui était lui-même membre du Parti communiste, il avait décidé de mettre au pas. C'est pourquoi d'ailleurs ils avaient pris l'ordonnance de décembre 15 octobre 1960 qui autorisait le préfet à expulser de la Martinique toute personne qu'il estimait dont l'action, selon lui, était de nature à troubler l'ordre public. C'était à peu près le texte de l'ordonnance du 15 octobre 1960. Et il fallait que cette ordonnance a frappé plusieurs communistes, Armand Nicolas, dont Armand, il y avait Guy Dufond, a évolué en même temps que le déclin de la canne à sucre. Parce que il ne faut pas oublier, c'est l'époque où les usines ferment. Chaque année, on entend, il y avait à l'époque, il y avait encore une dizaine d'usines. De sucreries? Quand je dis usine, c'est sucrerie. Oui. Parce qu'à l'époque, quand on parlait d'usine, oui, c'était la sucrerie. Oui. Sinon, on disait nous Oumri. Ah, d'accord. Oumri, comme il y avait une distillerie à Mao, Mao, à la tête du bout. Bon. Et moi, je crois que non, la masse ouvrière a évolué, enfin, en termes quantitatifs de nombre, en même temps que le déclin de la casse ouvrière, le déclin de la canne, qui a entraîné l'exode rural vers Fort-de-France et en partie vers la Martinique. Donc, il était devenu de plus en plus difficile de mobiliser et les Martiniquais eux-mêmes se détournaient un peu jusqu'avec la canne à sucre. Très honnêtement, dans notre réflexion, dans notre tête, il y avait autre chose à faire que d'écouter le listage des blessés, des morts et tout ça. Les choses devaient prendre une tournure très très différente. À partir de là, nous nous sommes sentis concernés
et comme si nous nous trouvions dans une injonction de riposte, dans une injonction de révolte. 60 ans sont passés et beaucoup de Lamantinois, de Lamantinoises, de Martiniquais, de Martiniquaises ignorent tout de cette histoire aux conséquences désastreuses. Pourtant, chaque année, puis chaque décennie, ont été l'occasion de commémorer les faits et de rendre hommage aux victimes. Une plaque a été apposée à la rue Hardy de Saint-Omer et une rue a été baptisée rue du 24 mars 1961. Des interrogations subsistent encore. L'histoire et le travail des historiens sera extrêmement important dans les années à venir. Vous trois amis, dont la police et la gendarmerie ont cru utile et agréable d'ouvrir les tombes à coups de fusil. Vous trois dont les mains étaient vides comme vos poches et vos ventres. Vous trois dont la tête était pleine de tracasseries et de soucis, de manque d'argent et de malheur. Vous trois dont le cœur était plein d'espoir et d'amour. Sachez que votre sang a fécondé le sol de votre ville, pour que se lèvent des milliers de bras qui sauront un jour honorer votre martyre dans la paix, dans la raison et dans la liberté. Vos noms rejoignent glorieusement ceux du François de 1900, ceux du Carbet de 48, et tous ceux qui, pour les mêmes raisons, sont les victimes du plus fort et de la trahison. Au nom de l'édilité de votre fille, au nom de tout un peuple de travailleurs, je m'incline avec piété devant vos trois cercueils et je salue affectueusement vos familles dans la douleur. Puisse votre souvenir illuminer nos luttes à venir, qui seront dures, certes, ici vos bières nous l'indiquent à suffire, mais qui seront nos luttes assurément victorieuses, car nous sommes tous, avec vous trois, de par votre sang, par notre honneur, liés pour la raison contre la trahison, dans le courage contre la lâcheté, dans l'amour contre la haine, pour la liberté contre la servilité, pour la fraternité des peuples contre le racisme, pour la paix et le bonheur universel contre l'égoïsme cruel de quelques-uns. Fiers et chers camarades, adieu. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.